Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information pour le programme Participation culturelle dans les quartiers. Mon nom est François-Xavier Tremblay. Je suis commissaire à la culture dans l'équipe de la division du soutien au développement culturel. Euh, je vais juste vous avertir pour ceux et celles qui sont là, vous allez voir que la séance est enregistrée. On a débuté l'enregistrement avant pour avoir une référence pour les gens qui n'auraient pas pu assister à la rencontre aujourd'hui. Donc, pendant que les gens continuent à entrer, je vais commencer à partager la présentation que nous allons vous présenter ce soir. On en a à peu près pour... C'est quand même assez touffu, on a du contenu. C'est un programme qui est quand même bien chargé. On va en avoir à peu près peut-être pour 1 heure pour vous présenter le tout et ça laissera là, au moins une demi-heure à la fin pour les questions. Donc, merci d'être là. Comme je disais, on est en enregistrement. Alors, évidemment, si vous ne voulez pas vous voir dans l'enregistrement, vous pouvez fermer votre caméra, mais si vous voulez la laisser ouverte, je vous encourage fortement à le faire. Toujours plus intéressant quand on présente de pouvoir euh, avoir un petit peu de feedback en voyant les réactions des gens. Donc, merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, mon nom est François-Xavier Tremblay, commissaire à la culture au service de la culture. Je travaille sur le programme Participation culturelle dans les quartiers. J'ai quelques collègues qui sont avec moi ce soir sur vos écrans, dont entre autres Marie-Ève Courchaine, qui et ici, travaille très étroitement sur le programme. Marie-Laure Robitaille, qui est là aussi. Marie-Odile Melançon, notre chef de division. Et Pierre-Luc Lapointe, assistant aux événements culturels, qui travaille avec nous sur la logistique du programme. Donc, ça se peut que si des fois vous avez des questions en amont, vous allez pouvoir soit nous parler à nous, les différents commissaires responsables des différents secteurs, mais aussi Pierre-Luc qui va être là pour vous aider. Donc, sans plus tarder, allons-y. On vous remercie de l'intérêt que vous portez pour le programme. C'est vraiment un immense plaisir de vous le présenter. Si jamais vous n'étiez pas inscrit à la séance, vous avez eu le lien. Oui, Roxane, la présentation sera disponible à la suite de la présentation de ce soir. Là, en fait, on a un petit concours interne. On a eu 2 séances d'information. Donc, l'enregistrement, ça va être soit le mien ou celui de Marie-Ève qui a eu lieu il y a quelques jours, mais la présentation va être la même. Donc, le PDF va être le même. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Vous allez avoir la même information. Donc, ce que je disais juste avant, c'est que si jamais vous avez eu le lien pour la présentation aujourd'hui, mais vous n'étiez pas inscrit, merci d'aller vous inscrire. Ça nous permet juste de suivre le fil des gens qui ont participé et c'est très utile pour nous. Donc, avant de plonger là, dans les détails du programme, je tiens à vous présenter un peu le plan pour ce soir. Donc, on va d'abord vous présenter brièvement le contexte, le positionnement et les objectifs du programme, en plus de s'attarder aux arrondissements, à la question des arrondissements montréalais et de l'équité territoriale. On va ensuite regarder attentivement l'ensemble des modalités relatives au dépôt de la demande de soutien financier, vous présenter le processus d'évaluation des dossiers et vous donner un aperçu du calendrier. Les différents outils disponibles ainsi que les opportunités d'accompagnement et de réseautage vous seront aussi présentés un petit peu plus loin. Pour finir, on va vous transmettre les informations pratiques qui pourraient vous être utiles. Veuillez noter d'abord que toute l'information qu'on vous communique aujourd'hui se trouve en ligne sur notre microsite développementculturelmtl.ca, dont on va vous partager le lien. Comme je disais, le PDF de la présentation va être disponible et une capsule vidéo aussi, donc une des deux. Alors, tout au long de la présentation, on a des moments qui sont prévus. Donc, comme vous voyez dans le plan 1, 2, 3, 4, en chacun des moments, on a une période pour les questions. Donc, on vous demande de les noter. Puis, on va y répondre dans nos pauses pour les questions. Ça va éviter qu'on soit arrêté. Il y a quand même beaucoup de contenu, donc on veut que ça soit quand même le plus fluide possible. Alors, c'est parti. Il y a quand même beaucoup de matière, mais on va essayer de faire ça sans douleur. Faites-vous-en pas. Donc, Participation culturelle dans les quartiers est un programme rendu possible grâce à l'entente de développement culturel
de Montréal 2024-2027 qui est conclu entre la Ville et le gouvernement du Québec. Il s'agit d'un programme qui est multisectoriel, qui remplace en fait 5 anciens programmes de soutien financier qui étaient disponibles au service de la culture. Ainsi, ça fait que tous les OBNL, peu importe leur secteur d'activité ou le type de projet réalisé, peuvent maintenant déposer au même programme. Donc, le programme rend possible la réalisation d'activités culturelles qui enrichiront la qualité de vie des Montréalais et des Montréalaises. Il favorise l'accès à la participation active pour contribuer au tissu social de quartiers vivants, durables, inclusifs et résilients. Il valorise le rôle fondamental de l'art, de la culture et du patrimoine dans le quotidien en permettant de faire vivre une expérience culturelle enrichissante et diversifiée dans tous les quartiers, de stimuler l'intérêt pour l'art, la culture et le patrimoine, de développer une meilleure connaissance des différents patrimoines qui nous entourent, d'améliorer la qualité de vie par le développement d'habiletés artistiques et sociales qui seront réinvesties dans toutes les sphères de la vie et d'expérimenter de nouvelles façons de susciter la participation citoyenne. Donc, ben, c'est fondé sur des principes d'équité, de diversité et d'inclusion. Ce programme-là vise à ce que tous et toutes partagent le même droit d'être à la fois spectateurs et acteurs de la culture, d'y accéder et d'y participer. Il favorise l'équité territoriale en portant une attention particulière aux réalités de chaque quartier, notamment ceux reconnus comme les plus vulnérables. Les projets déployés agissent tant sur l'individu que sur la collectivité en devenant un puissant révélateur de la diversité. Donc, à la lumière de ce qui vient d'être nommé, le programme a deux objectifs généraux, soit renforcer la participation culturelle des Montréalais et des Montréalaises sur l'ensemble du territoire, de renforcer le dynamisme des communautés locales et la vie de quartier par l'art, la culture et le patrimoine. Ces grands objectifs se déclinent en différents objectifs plus spécifiques. On parle d'augmenter la diversité des organismes financés et des projets, d'augmenter la diversité des personnes participant au projet, de maintenir la qualité des projets qui sont financés, de renforcer l'adéquation entre les projets et les personnes participantes, d'augmenter les collaborations et la mutualisation entre les différents acteurs sur le territoire et de répartir plus équitablement les projets soutenus sur le territoire de la ville de Montréal. En effet, bon, quand on parle de territoire montréalais, on fait référence aux différents arrondissements qui collectivement tissent le tissu urbain de la métropole. Donc, d'est en ouest, la ville de Montréal compte 19 arrondissements. Il est évidemment souhaité que les citoyens et citoyennes de chacun des arrondissements puissent bénéficier d'une offre culturelle et surtout participer à des projets qui se déploient dans leur milieu de vie. Donc, afin de favoriser une répartition territoriale plus équitable des projets soutenus, nous avons analysé les arrondissements à la lumière de différents indicateurs qui nous ont permis de déterminer quelle portion des projets soutenus devrait se dérouler dans chacun des arrondissements. Il est à noter que dans le cadre du présent appel, donc vous pouvez proposer des projets qui se déroulent dans un, deux ou trois arrondissements différents maximum. Donc, c'est intéressant, vous voyez la liste là, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec toute la diversité territoriale qu'on voit ici sur la carte, donc la distribution des 19 arrondissements sur tout le territoire de la ville de Montréal. J'attire votre attention sur les arrondissements qui sont situés plus loin du centre, qui, pour différentes raisons, n'ont pas accès à une offre culturelle aussi dynamique qu'au centre. C'est certain qu'on vise avec ce programme-là à avoir vraiment une équité sur l'ensemble du territoire. Donc, les indicateurs choisis pour analyser les arrondissements nous permettent d'assurer, comme je disais, une meilleure équité et d'éviter qu'une trop forte concentration de projets soutenus se déploie dans les quartiers centraux. Donc, pour arriver à cette équité-là, donc les indicateurs qu'on utilise sont la population globale, l'immigration. Donc, c'est des données quand même récentes qu'on utilise, des données de 2024 pour la population, les données les plus récentes qu'on a qui sont valides. L'indice d'équité des milieux de vie qui vise à localiser les milieux de vie cumulant des vulnérabilités urbaines afin de susciter la priorisation et la convergence des investissements municipaux. Cet indice représente des milieux qui cumulent les vulnérabilités sociales, économiques, environnementales
d'accès aux ressources de proximité, l'accès aux ressources de culture, sport, loisirs et sécurité urbaine. On travaille aussi avec l'éloignement géographique du centre. Donc, c'est un élément dans le calcul de l'équité. Et dans le fond, ces différents indicateurs-là que je viens de vous nommer très brièvement nous ont permis d'attribuer à chaque arrondissement une pondération relative à leur propre réalité. Donc, cette pondération, en voici un peu le détail, là. Vous avez des exemples. Il y a une deuxième page avec la liste. Donc, vous voyez qu'en fonction des indicateurs, les arrondissements ont un poids relatif qui est différent dans la répartition des projets qui sont recommandés. Donc, des arrondissements, par exemple, comme Annecy-Cartierville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension et Saint-Laurent, qui sont à la fois des arrondissements populeux, avec des grands territoires et des populations très diversifiées. Donc, on voit qu'avec le pourcentage, ces arrondissements-là devraient normalement accueillir une plus grande proportion des projets. Ensuite, on a des arrondissements comme Rosemont-la-Petite-Patrie, Mercier-Chagos-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord, La Salle, Ville-Marie, Saint-Léonard, le plateau Mont-Royal, qui se situent dans le groupe un peu de milieu. Donc, il y a une proportion moins grande. On parle de 6 ou 5 des projets retenus. Et vous voyez la distribution pour les autres arrondissements, dont certains ont des pourcentages plus bas. Donc, c'est certain que des arrondissements comme l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève ou Outremont, des plus petits territoires, moins de population. Donc, c'est sûr que dans une répartition, ces arrondissements-là vont potentiellement accueillir un petit peu moins de projets. Vous avez ici une espèce de tarte qui vous donne une idée. Donc, par exemple, si nos enveloppes budgétaires nous permettaient de soutenir 100 projets différents, bien, dans l'idéal, on chercherait à avoir une dizaine de projets dans Côte-des-Neiges, 5 projets à Saint-Léonard, par exemple, et finalement un projet à l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, ce qui nous permettrait d'assurer une distribution plus équitable des projets en fonction des indicateurs que je vous ai nommés. Évidemment, bon, cette pondération, c'est un idéal à atteindre. C'est ça qu'on vise pour être le plus équitable dans notre contexte. On va voir plus tard que tout ça va dépendre des projets déposés, donc pour chacun des arrondissements, et évidemment de leur évaluation. Un pourcentage pourrait, par exemple, ne pas être atteint si le nombre suffisant de projets n'était pas déposé pour un arrondissement. On n'invente pas des projets. Ou si les projets déposés ne répondaient pas aux critères d'évaluation, ne répondaient pas adéquatement aux critères d'évaluation. Au contraire, si les enveloppes le permettent, un pourcentage pourrait être dépassé si beaucoup de projets étaient déposés dans un arrondissement et qui répondaient vraiment fortement aux critères d'évaluation. Donc, c'était des projets qui se cotaient là, dans le haut de l'échelle. Donc, c'est sûr que ça, c'est une invitation à peut-être sortir de vos habitudes et à imaginer des projets qui se déploient à l'extérieur du centre. Euh, Si vous êtes un arrondissement, je ne sais pas, de Saint-Léonard qui travaille très localement, bien, c'est sûr qu'il y a des belles collaborations potentiellement à faire avec Saint-Michel, qui est juste à côté, qui a un plus grand le réservoir potentiel de projet est plus grand, l'enveloppe est plus grande à Saint-Michel. Donc, c'est sûr qu'un projet qui ferait un lien, par exemple, entre les deux arrondissements, automatiquement, il devient peut-être un petit peu plus intéressant dans le cadre de notre programme. Donc, je prends une petite pause ici pour répondre aux questions, s'il y en a, et prendre une gorgée d'eau. C'est pas tout à fait sur ce que vous avez dit. Les personnes ressources, on avait Isabelle Guy. Maintenant, c'est quelle personne qu'on contacte si jamais on a des questions plus pointues? Alors, c'est comme là, si vous avez mentionné Isabelle Gay, je vais assumer que vous étiez dans un projet qui touchait au patrimoine ou à la muséologie. Donc, maintenant, faut refaire vos référents et c'est maintenant Marie-Ève Courchaine, qui est juste là, qui nous salue, qui a repris les dossiers de Isabelle. Donc, ça va être la référence pour des projets. Si vous parliez à Isabelle, ça risque d'être Marie-Ève. Et si, par exemple, vous étiez habitué de parler avec Marie-Ève, bien, vous allez parler à moi.
que c'est moi maintenant la nouvelle Marie-Ève de l'équipe. Donc, et voilà. Puis de toute façon, on essaie vraiment de canaliser si vous avez des questions, à moins que vous ayez déjà une relation là, avec des membres de l'équipe, puis vous êtes déjà en conversation, mais on essaie de passer par notre adresse principale, puis nous, après ça, on va vous mettre en contact avec la bonne personne selon la nature là, de votre projet. Il n'y a pas de téléphone, là. Il n'y a pas une personne qu'on peut contacter. Ben, éventuellement, oui, là, c'est juste qu'on les donne pas là, mais oui, effectivement, vous pourrez contacter Marie-Ève, puis après ça, la conversation sera lancée là, sans problème. Là. OK, c'est bon. Merci. Ouais. Plaisir. Il y avait une autre question, je crois. Alexia Fauve, oui. Alexia. Oui, j'avais une question concernant l'arrondissement, concernant c'est le siège social de l'organisme qui est pris en considération ou le public qui est accueilli. Je vais un peu plus loin dans le commentaire, c'est que nous autres, on accueille des personnes en situation de handicap physique qui sont de partout de l'île de Montréal, mais qui viennent à notre organisme qui a un siège social et donc un arrondissement prédéfini. Comment c'est comme compris dans l'analyse que vous venez de partager? Ben, c'est sûr que s'il y a des gens qui viennent de différents arrondissements, tout simplement parce qu'ils fréquentent votre projet ou votre organisme, c'est, vous n'aurez pas à choisir de travailler juste avec des gens qui viennent de trois arrondissements. C'est plus par rapport aux collaborations que vous pourriez avoir. Des organismes, vous collaborez avec un organisme qui est ancré dans un autre arrondissement ou que vous comptez déployer le projet dans des lieux, dans trois arrondissements ou des choses comme ça. Les gens peuvent provenir de plusieurs arrondissements, on vous assure. Et même que si vous avez des gens de tous les arrondissements, ce serait formidable. Pierre-Luc, Donc, je vais faire Oui. juste avant que on poursuive là, pour la prochaine question. Oui. Particulièrement pour les populations plus métropolitaines, là, Alexia, en lien avec ce que tu mentionnes, sachez que c'est notre deuxième année du programme, puis on est en train de travailler certains ajustements. Puis il y aura des ajustements, notamment dans la répartition plus équitable, en lien avec justement les populations. En fait, les organismes de services qui desservent une population métropolitaine. Donc, on veut travailler à ajuster légèrement la pondération pour que ça reflète bien ces cas-là. Là. Il y a plusieurs organismes qui n'ont pas de port d'attache physique dans un arrondissement ou qui ne s'adressent pas à une population très, très locale, mais plutôt métropolitaine. Donc, ces ajustements-là vont être faits d'ici le dépôt. Là. Il y avait la population métropolitaine, puis il y avait aussi l'ancrage territorial, donc pour certains organismes qui, eux, ont un pied à terre très défini sur leur territoire, comme des musées, par exemple, qui ne peuvent pas nécessairement s'exporter ou aller travailler ailleurs que dans leurs propres arrondissements. Merci, Marie-Ève. super. La prochaine question va à Philippe Bouchard-Cholette. Oui, bonsoir. C'était par rapport à l'objectif, deuxième objectif, maintenir la qualité des projets déployés. Je voulais juste m'assurer que on parlait les activités, en gros, peuvent avoir commencé avant la date de la remise de la demande, ou c'est maintenir la qualité dans le futur, en gros. Ouais, je comprends la question. C'est peut-être, je ne sais pas si Marie-Ève, tu veux apporter une subtilité, mais je vais en profiter quand même pour dire que les projets, c'est certain qu'on recommande que au niveau des budgets, puis on va le voir un petit peu plus loin, là, les dépenses admissibles, il n'y a aucune dépense admissible avant que le projet soit officiellement retenu. Donc, c'est sûr que si vous déposez votre projet avant, ça peut devenir compliqué là, de suivre vos dépenses si votre projet est déjà démarré. Là. Mais ça ne le disqualifie pas. Non, en fait, ça ne disqualifie pas. En fait, ce que François-Xavier vous dit, c'est que dans votre budget, vous ne pouvez pas payer, en fait, si votre projet est financé avec la subvention que vous recevez, vous ne pouvez pas payer des activités qui ont eu lieu
avant l'annonce officielle. Par contre, le maintenir, la qualité, en fait, c'est un objectif qui est un niveau, je dirais, plus macro. En fait, à Montréal, les activités culturelles, il y en a une grande variété et la qualité, elle est déjà très présente. Donc, ce qui est offert par les organismes, par les arrondissements, c'est très fort. Donc, nous, on veut continuer à stimuler cette qualité-là qui est offerte aux citoyens. Donc, c'est ce que signifie maintenir la qualité. On ne voulait pas dire nécessairement augmenter parce qu'on voulait vraiment souligner l'apport important qui est déjà fait de ce côté-là. Merci. Super. Mais si on n'a pas d'autres questions, on va continuer. De toute façon, on a d'autres pauses pour continuer à y répondre. Donc, on va plonger dans le cœur du sujet. Le programme comporte 3 volets qui sont distincts. On parle de ligne de départ, participer et expérimenter. On va voir dans un instant les particularités de chacun des volets, mais tout d'abord, regardons d'abord ce qui s'applique à l'ensemble, à tous les volets du programme. Donc, premièrement, il va sans dire que les projets doivent se dérouler sur le territoire de la Ville de Montréal. Les projets en médiation culturelle, donc on cherche des projets en médiation culturelle, en loisirs culturels et pratiques artistiques amateurs, mise en valeur du patrimoine et créativité numérique. Donc tout ça est admissible, ainsi que toutes les disciplines qui incluent aussi les formes émergentes liées aux pratiques artistiques, culturelles et patrimoniales. Si vous avez déposé un projet dans un des anciens programmes qui existaient avant, il devrait fort probablement être toujours admissible. Donc, plus précisément, au niveau de ligne de départ, on s'adresse à des OBNL n'ayant jamais reçu de soutien financier du service de la culture de la Ville de Montréal. Donc, on vise à soutenir des projets de participation culturelle pour donner accès à l'art, à la culture et au patrimoine à la population montréalaise dans toutes ses diversités. Les objectifs plus spécifiques à ce volet sont offrir une première expérience et se familiariser avec le processus administratif des programmes de soutien du service de la culture et permettre à la Ville d'approfondir sa connaissance des organismes locaux et de leur rayonnement dans les quartiers. Les organismes qui seront soutenus dans le cadre de ce volet spécial pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui comprend notamment une rencontre de démarrage collective, un suivi individualisé des projets soutenus, rencontre de bilan collectif. L'accompagnement dans le cadre du volet ligne de départ pourra être octroyé à un maximum de 10 nouveaux organismes. À noter quand même que les exigences administratives relatives à ce volet sont plus légères. On a vraiment fait un effort. Vous comprendrez que ligne de départ est une opportunité pour les organismes qui souhaitent mettre sur pied un premier projet de participation culturelle. Ce volet permet l'accompagnement, comme je le disais, d'une dizaine d'OBNL ou de projets. Au niveau de participer, donc, c'est un volet qui s'adresse à tout le monde, les nouveaux OBNL. Donc, vous pouvez déposer à participer aussi, tout comme des gens qui sont des habitués de nos programmes. Comme pour ligne de départ, on vise à soutenir des projets de participation culturelle pour donner accès à l'art, à la culture et au patrimoine. Au niveau de ce volet, les objectifs sont de permettre l'expression artistique et culturelle des individus et des collectivités, de mettre en valeur les patrimoines matériels et immatériels, de mettre en valeur la mémoire des collectivités et leur histoire, favoriser la découverte et la transmission artistique, culturelle et patrimoniale, encourager la participation artistique, culturelle et patrimoniale active, ainsi que l'engagement des individus et des collectivités, susciter l'échange autour des contenus artistiques, culturels et patrimoniaux. Pour sa part, avec Expérimenter, on vise à soutenir des projets qui permettent de tester des concepts, des stratégies et des avenues pour améliorer les façons de faire, s'adapter aux nouvelles réalités et augmenter la portée et le succès des actions. À terme, les projets soutenus dans le cadre de ce volet vont enrichir les propositions de projets qui visent la participation culturelle. En gros, on essaye vraiment avec ce volet-là de se donner le droit d'explorer et d'essayer des choses en se donnant le droit à l'erreur. C'est important de le noter, mais et en voyant toute l'expérience comme une belle opportunité d'apprentissage. Donc, au niveau des objectifs plus spécifiques, encourager l'accompagnement, le mentorat et le transfert d'expertise afin de développer des nouvelles compétences,
de renouveler des pratiques et des approches pour stimuler la participation culturelle, de favoriser des partenariats, les collaborations et les maillages, de stimuler le co-développement, la mutualisation et la concertation locale entre les acteurs culturels, communautaires et les citoyens, citoyennes. Il est important de noter que pour ce volet, les partenariats sont obligatoires. Et l'OBNL soutenu devra mettre en place des actions d'évaluation de son projet. On parle d'expérimenter, on parle d'apprentissage, donc la question de l'évaluation est particulièrement importante dans le cadre de ce volet. Par contre, rassurez-vous, pour cette évaluation, il y a des outils qui sont fournis et qui seront partagés avec les OBNL qui seront subventionnés au volet expérimenté au moment de l'octroi de la subvention. Alors voilà. De manière générale, parlons des projets non admissibles. Donc, on vise, plus globalement, on vise des projets on vise de soutenir des projets et non pas le fonctionnement ou la mission d'organisme. Nonobstant tout ça, il y a certains projets plus spécifiques qui ne sont pas admissibles, notamment tout ce qui fait partie de l'offre continue, donc de la programmation continue de votre organisme, des projets de création, de production et de diffusion d'œuvres professionnelles, des projets qui reçoivent déjà l'aide financière d'autres programmes, que ce soit au niveau municipal, provincial, les fêtes de quartier, les festivals, les événements, des expositions permanentes, des projets de rénovation, de construction, des projets de loisirs qui seraient autres que culturels, des activités promotionnelles, collecte de fonds, projets de site web, un gala, et tout ce qui est concours et compétition. Au niveau des organismes admissibles, les premiers critères d'admissibilité à considérer sont la constitution de l'organisme et le lieu de son siège social. Donc, ces critères s'appliquent aux 3 volets. Donc, l'organisme doit, à la date du dépôt de sa demande, être déjà enregistré depuis 1 an, en plus d'être constitué sous l'autorité de la partie 3 de la loi sur les compagnies ou régi par la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ou être constitué comme une coopérative de solidarité exploitée à des fins non lucratives ou régie par la loi sur les corporations canadiennes. Ça fait plusieurs options. De plus, l'organisme doit avoir son siège social sur le territoire de la Ville de Montréal. On parle ici de la ville et non de l'île. Pour les volets participés expérimentés, il se rajoute le respect des engagements ou des obligations relatives à un précédent soutien financier du service de la culture. Donc, pour le volet dédié aux organismes n'ayant jamais reçu de financement, quand on parle d'admissibilité, donc ce qui est admissible, les organismes artistiques, culturels, en loisirs, loisirs culturels, pratiques artistiques amateurs, muséales, patrimoniales, sociétés d'histoire et industrie créative, des organismes communautaires ou qui travaillent en intervention sociale. Pour être admissible, important à noter, l'organisme ne doit pas être subventionné pour un montant annuel totalisant 750 000 $ ou plus provenant de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Donc, les subventions accordées à la mission ou au projet de tout ministère ou services confondus sont considérées. Donc, c'est un élément quand même important à vérifier. Si vous jugez qu'un organisme serait déjà bien soutenu dans le cadre d'autres programmes, ben ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à cette limite-là. Par contre, dans le calcul de la limite, tout ce qui est aide à la restauration et aux immobilisations ne sont pas comptabilisés. Donc, ça ne compte pas dans notre calcul. Pour le volet participé, à l'exception d'être une OBNL jamais soutenue au programme du service de la culture, les conditions d'admissibilité sont les mêmes qu'au volet précédent. Précisons qu'un nouvel OBNL peut choisir, comme je l'ai dit précédemment, de déposer à la ligne de départ ou participer ou même expérimenter. Au niveau de expérimenter, donc, il se distingue des 2 premiers. Notons d'abord que l'admissibilité est réservée aux organismes attachés au milieu culturel. Donc, artistique, culturel, donc la liste que je vous nommais tout à l'heure et que vous avez sous les yeux, donc tout ce qui est communautaire et intervention sociale ne sont pas admissibles dans le cadre du volet expérimenté.
Deuxièmement, il n'y a pas de limite relative aux subventions reçues annuellement. Donc, le plafond de 750 000 ne s'applique pas dans le cadre du volet expérimenté. Donc, une institution plus importante pourrait potentiellement déposer pour expérimenter une nouvelle approche. Au niveau des organismes non admissibles, soulignons quels sont ces organismes. Donc, on parle des sociétés et musées d'État ainsi que musée-loi. Ça, vous pourrez le googler. Ça existe, un musée-loi. Je ne le savais pas, mais je l'ai découvert récemment. Des organisations paramunicipales et organismes ou équipements inscrits à l'annexe D de la Charte de la Ville. Des organisations dont la mission vise prioritairement la réalisation d'activités de recherche. Donc, si vous êtes une chaire de recherche, vous n'êtes pas au bon endroit. Les conseils régionaux de la culture, les établissements scolaires, les bibliothèques municipales, les fondations d'organismes non admissibles au programme. Donc, si un organisme non admissible, des fois, on peut avoir une fondation, pas admissible non plus. Des fondations essentiellement vouées à la redistribution de financement des OBNL, des organismes qui agissent à titre de diffuseurs pour la ville et des organismes, comme on l'a mentionné, des organismes en situation d'infraction en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, le nouveau programme, on l'a mentionné à quelques reprises, on adopte une posture d'ouverture pour les partenariats, c'est-à-dire que la majorité des organismes peuvent être partenaires. À titre d'exemple, des partenaires peuvent être, par exemple, un OBNL admissible au programme ou non, un milieu d'enseignement ou de recherche, une OBNL liée à l'univers créatif. Donc, peuvent être partenaires, ne peuvent pas nécessairement déposer dans certains des cas, mais peuvent être partenaires d'un projet. L'appréciation des partenaires et de leur contribution au projet sera faite lors du comité d'évaluation, notamment en regard de l'équipe et des ressources dédiées au projet, la pertinence en regard des objectifs du projet et le projet lui-même, l'impact sur l'OBNL demandeur. Il est fortement recommandé de nous contacter en amont de votre demande afin de discuter de votre partenariat et de valider sa conformité. Donc, on le mentionnait tout à l'heure, si vous avez des questions, on va vous mettre en contact avec la personne ressource qui va pouvoir vous aider et potentiellement valider si le partenariat envisagé peut être intéressant pour la demande. Au niveau du financement, bon, on va porter maintenant votre attention sur les montants des subventions accessibles dans chacun des volets, ce qui est quand même le nerf de la guerre. En plus de lignes de départ, il y a 3 types de financement qui sont proposés pour permettre la réalisation d'une diversité de projets à l'intérieur des 3 volets identifiés. Donc, pour ligne de départ, le maximum de la subvention peut atteindre 5 000 et le projet doit se réaliser sur une période maximum de 1 an. Au niveau de participer et expérimenter, on a l'échelle micro qui est disponible pour ces 2 volets. Donc, est idéal pour soutenir des projets se déroulant sur une seule année et permet une subvention maximale de 9 999 $. Pour sa part, le financement ponctuel, qui est offert aussi aux 2 volets participer et expérimenter, permet de soutenir des projets qui se déploient sur une durée maximum de 2 ans. Le financement ponctuel peut atteindre un maximum de 50 000 $. Cette échelle est idéale pour soutenir des projets plus ambitieux qui se déploient sur une période plus longue ou qui demandent plusieurs étapes ou l'intervention d'une variété de collaborateurs, d'intervenants. Finalement, le financement structurant, qui est disponible uniquement pour le volet participer, vous offre l'opportunité de mener des projets de plus longue haleine, soit des projets se déroulant sur une période pouvant aller jusqu'à 3 ans et exigeant la mise en place de partenariats. Donc, c'est important de comprendre que pour structurant, on parle d'un projet qui se déploie dans le temps et non pas d'une répétition d'un projet 2 ou 3 fois. Donc, c'est quand même assez important, cette démarche-là dans le long terme et non pas une répétition sur une période plus longue. Les dépenses, donc tout cet argent-là peut être affecté à différents éléments.
les dépenses admissibles, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les échelles, tous les volets, sans exception. Donc, c'est important de noter que la subvention octroyée ne peut pas dépasser 85 du budget total du projet. Euh, Sinon, les dépenses liées à la coordination, la conception, la réalisation, la diffusion, l'évaluation et le partage des apprentissages sont admissibles. De même aussi que tout ce qui est frais d'administration, location de locaux et d'équipements, promotion, documentation, l'achat de matériel. Notez qu'il y a certaines catégories de dépenses qui sont limitées à des pourcentages de la subvention octroyée. C'est 85 dans l'ensemble, mais certains postes budgétaires spécifiques sont limités, notamment au niveau des frais d'administration, la promotion, des choses que j'ai mentionnées précédemment. Pour certains d'entre eux, il y a des maximums qui sont bien indiqués dans le formulaire de budget. C'est important de garder en tête que vous devez conserver toutes les pièces justificatives de vos dépenses, puisque en tout temps, le vérificateur de la ville peut les exiger. Donc, ça, c'est quand même des bonnes pratiques là, par rapport à vos projets, surtout si vous êtes avec du financement public. Ben, nous, souvent, des fois, ça peut arriver. C'est pas la règle habituelle, mais ça peut arriver. Puis dans ce cas-là, il faut que les pièces justificatives soient disponibles. C'est vraiment une bonne pratique à mettre en place là, dans vos projets en général. Au niveau des dépenses qui sont non admissibles dans le cadre du programme, toutes les dépenses qui auraient été engagées si le projet n'avait pas été entrepris, comme par exemple des opérations courantes de frais d'entretien, chauffage, électricité, de même que des immobilisations, des améliorations locatives, des frais juridiques, des taxes et des remboursements au déficit de l'organisme. De plus, toutes les dépenses, comme on a mentionné tout à l'heure, engagées avant la date d'octroi de la subvention par les instances décisionnelles de la ville ne sont pas admissibles, ainsi que tous les dépassements de coûts du projet. Ça nous amène à la prochaine période de questions. Denis. Je pense que votre micro n'est pas allumé. Je m'excuse. Bon. Le partenaire acceptable, on a un comité dans notre secteur qui n'est pas encore constitué en organisme à but non lucratif. On est une société d'histoire qui pourrait déposer un projet et qui serait soutenu ou qui serait aidé ou par des citoyens. Mais ces citoyens-là sont formés en comité, mais ils n'ont pas d'existence légale comme telle. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'ils peuvent être tout de même reconnus comme partenaires? Oui, Marie-Ève pourra m'arrêter si je me trompe, mais définitivement, ça m'apparaît comme de façon succincte, là, la façon dont vous me présentez, je vois pas d'enjeu à ce qu'il soit présenté comme partenaire là, de votre projet. Là. Non, définitivement pas. Effectivement, François-Xavier, un comité de citoyens peut être un partenaire. Sachez que toutefois que pour l'échelle expérimentée, Oui. non, le volet expérimenté et l'échelle structurant, comme le partenariat est obligatoire, il y a une lettre du CA, en fait une résolution du CA, donc du conseil d'administration de l'organisme, qui doit être déposée. En fait, donc si vous ne comptez pas déposer à structurant ou expérimenté, il n'y a aucun enjeu à ce que votre comité citoyen soit un partenaire. Sinon, si jamais c'est pour structurant, écrivez-nous un courriel, on pourra regarder jusqu'à quel point c'est admissible comme partenaire un comité citoyen qui n'est pas encore enregistré. Eux fonctionnent avec avec un organisme qui est mandataire, qui lui existe, qui a une existence légale et qui va chercher auprès de l'arrondissement de l'aide, des subventions. Ça fait peut-être un peu compliqué, là. On pourra, je pense, c'est le genre de cas qu'on pourra évaluer là, en se reparlant directement pour bien le regarder, là, pour vous donner les bonnes réponses. Ma question est trop pointue. Elle est assez pointue, mais c'est bien. Non, mais la question, elle ouvre sur. C'est parfait de la poser, mais pour y répondre, on va avoir besoin de vous parler peut-être plus Échanger directement. à ce moment-là. Oui, Merci. définitivement. Roxane?
Oui, merci. Donc, juste être sûr que j'ai bien compris. Un établissement scolaire, comme par exemple une école, ne peut pas déposer de projet, mais nous, mettons, si on est un OBNL qui est admissible, on pourrait demander à une école d'être partenaire de notre projet. Est-ce que ça fonctionne? OK, parfait. Ouais. Merci. D'autres questions? Ah, ben l'association Beaubien-Est a une question. Malheureusement, je ne peux pas m'adresser à la personne, mais on va prendre la question quand même. Bonjour. Donc, je m'appelle Anthony. J'aurais dû Salut, écrire mon Anthony. prénom. Donc, nous, on est une association de commerçants dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. On n'arrive pas à déterminer si on est admissible ou non en fonction des critères que vous avez mentionnés un petit peu plus tôt dans la discussion. Donc, on se demandait si, d'entrée de jeu, puisqu'on est une association de commerçants, est-ce qu'on est disqualifié? Puis le deuxième volet de ma question, c'est que nous, on a certains de nos membres qui sont des OBNL. Donc, est-ce qu'on pourrait être mandataire pour eux ou est-ce qu'on pourrait s'associer à eux d'une façon ou d'une autre pour déposer? François-Xavier, si tu veux, je vais y Ça aller. te brûle de répondre, je te laisse y aller. Officiellement, les sociétés de développement commercial sont non admissibles au programme et c'est une raison qui est enchâssée dans la charte de Montréal parce que le soutien financier pour les sociétés de développement commercial, c'est une compétence d'arrondissement et nous, au service de la culture, on a un service central. Donc, votre société de développement commercial ne peut pas déposer. Toutefois, dans vos membres, si vous avez des OBNL qui, eux, sont admissibles, bien, cet OBNL-là pourrait déposer avec vous comme partenaire dans le projet. Par contre, on n'est pas une SDC, on est une association de commerçants, donc ce n'est pas la même structure légale. Et nous sommes un OBNL de cette façon-là. Ouais. Et on a un soutien, mais qui n'est pas le même que la SDC. Et à ce moment-là, on va avoir besoin de faire une enquête un peu plus particulière. Donc, écrivez-nous puis envoyez-nous vos lettres patentes, puis on pourra identifier clairement si vous êtes admissible ou pas. C'est ce qu'on se dit. Mais quand même, on voulait poser la question. Mais merci beaucoup d'avoir répondu. Bonne question. Oui, vous avez bien fait de poser la question. Vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là. Non, j'imagine. Merci. Super. On va continuer. S'il n'y a pas d'autres questions, on a d'autres pauses de prévues. Ah, Philippe, est-ce que tu voulais poser une question? Oui, encore moi. Est-ce qu'on, dans les dépenses non admissibles, là, sur les cachets versés aux participants, est-ce qu'on peut définir participants? Parce que nous, dans nos activités, on fait souvent appel à des médiateurs, à des artistes qui font pas partie de l'organisme, puis à qui qu'on aime compenser d'une manière ou d'une autre. Marie-Ève? Oui, je vais y aller. Je cherchais la ligne là-dessus. En fait, les cachets aux participants, ce sont les bénéficiaires directs du projet. Vos artistes, vos médiateurs, eux, dans le fond, c'est vos collaborateurs. Ça, oui. Donc, tous les cachets d'artistes, tu sais, les contrats que vous pouvez offrir pour un artiste qui vient travailler avec vous, ça, c'est admissible. On parle vraiment de payer des participants qui sont là de leur bonne volonté pour participer à des activités. Parfait, merci. Ouais. Des fois, il y en a qui attirent des participants avec des cartes cadeaux, justement. Aminata? Bonsoir. Bonsoir. Merci. Désolée du retard. Moi, je suis nouvelle arrivante et mon association existe depuis 2013, mais je viens de l'immatriculer ici au Québec. Donc, nous œuvrons dans le domaine de l'éducation, la culture, la valorisation du livre et de la lecture. J'aimerais bien savoir, est-ce que je suis admissible parce que je l'ai rématriculée. Ça ne vaut pas une année ici, mais l'association existe depuis 2013. Oui, ben, elle existe depuis 2013. Si ce n'est pas ici, c'était où dans ce cas-là? Est-ce que c'est au Canada ou c'est à l'extérieur du pays? C'est à l'extérieur au Mali. C'est une association qui... Oui. Si c'était moins d'un an, je pense qu'il ne serait pas admissible, malheureusement. Donc, ça sera pour le prochain appel, à moins que vous ayez un partenaire qui peut déposer. Donc, vous pouvez
développer le projet avec un partenaire qui serait admissible. Mais sinon, ça serait malheureusement, dans votre cas spécifique, là, au prochain appel, là. Donc, c'est possible pour moi si j'ai un partenaire qui existe ici depuis plus d'une année. Ça serait potentiellement possible, oui. On pourrait s'en reparler, mais il y aurait une ouverture de ce côté-là. Le programme est bien fait comme ça. Là, justement, on cherche à encourager des partenariats. Donc, ça permet, il y a différents chemins des fois pour pouvoir être admissible. D'accord. Merci. Merci, c'est une bonne question quand même. Déposer une demande. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est bien beau savoir si vous êtes admissible, mais une fois que vous l'êtes et si vous voulez déposer, comment ça fonctionne? Il y a un seul appel à projet pour l'année 2026. Donc, c'est maintenant avec une date limite qui est au 10 février 2026 à midi, je le mentionne, important, midi après-midi, l'appel est fermé. Une seule demande par organisme est acceptée. De plus, si vous avez un projet en cours, ça arrive, certains d'entre vous ont peut-être déjà un projet en cours qui a été financé. C'est quand même possible de déposer, vous devrez déposer un bilan intérimaire du projet que vous avez, qui est en cours au plus tard lors de la nouvelle demande de soutien, à même le formulaire de dépôt. Donc, selon l'avancement de votre projet, vous pourriez être admissible au programme pour une deuxième année. Toutefois, la somme obtenue, si vous déposez pour une deuxième année, la somme du deuxième projet vous sera pas versée avant l'approbation du bilan final du premier projet. C'est assez niché, ça ne concerne peut-être personne ici, mais si c'est votre cas, vous pouvez toujours nous appeler, nous contacter pour qu'on puisse le valider avec vous. Évidemment, si vous êtes en défaut au sujet d'une subvention précédemment obtenue, vous n'êtes pas admissible au programme et vous devez régulariser votre dossier avec la Ville. Donc, il y a un seul formulaire en ligne pour l'ensemble des volets et des échelles de financement. Le cheminement au sein du formulaire, quand vous allez y accéder, c'est modulé en fonction des volets et surtout des échelles de financement que vous allez sélectionner. Donc, par exemple, comme on le mentionnait, ligne de départ et les projets qui sont en financement micro, il y a beaucoup moins de questions, tandis que des projets structurants déposés au volet participer demandent de répondre à davantage de questions. C'est la même chose pour la reddition de compte qui est ajustée en fonction de l'échelle du projet. Au moment de la demande de soutien via notre formulaire en ligne, vous devrez nous fournir obligatoirement plusieurs documents. Premièrement, des documents administratifs, on parle des lettres patentes, des états financiers de votre dernier exercice, de vos règlements généraux, de la liste des membres de votre CA, une résolution de votre CA approuvant la demande qui confirme le montant et qui identifie la personne habilitée à signer la demande de votre côté. Les lettres patentes, on insiste, on le rappelle. Des fois, il y a un réflexe, les gens, surtout s'ils ont des lettres patentes qui ont été numérisées dans le passé, des fois, c'est juste la page principale. Mais c'est important d'avoir toutes les pages des lettres patentes parce que typiquement, la mission de votre organisme qui nous sert à valider l'admissibilité est indiquée sur les dernières pages généralement. Donc, si vous nous envoyez juste la page couverture, on va vous réécrire, on va faire du back and forth. Donc, essayons de se sauver à tous un peu de temps. Voilà. On vous demande aussi le CV de la personne qui coordonne le projet ou de l'artiste ou de la médiatrice, du médiateur qui est en charge. Pour l'organisme ligne de départ, va s'ajouter, on vous demande un document qui présente la programmation régulière de l'OBNL. Et finalement, si votre projet est réalisé en partenariat, donc ça va être important d'avoir une résolution du CA du partenaire, une lettre d'engagement précisant les responsabilités et rôles de chacun. Et tout ça est évidemment obligatoire pour les volets expérimentés et structurants. Donc, on a une belle étoile là, qui vous dit document complet. C'est important de faire attention. Des fois, on va vite, on est habitué, on envoie un truc qui n'est pas complet. Ça nous évite là, beaucoup de travail à tout le monde, là, autant nous que vous, de juste prendre le temps de bien réviser vos documents pour vous assurer qu'ils correspondent bien au format, qui sont bien complets. Des classiques, là, des fois, c'est des formulaires de budget qui... vous l'avez fait sur Mac, vous l'avez sauvé. Vérifiez-le pour être sûr que c'est bien complet. Des fois, à la sauvegarde, ça peut être vide, puis on reçoit un budget vide, puis on se pose des questions. Alors,
au moment de déposer votre demande, vous aurez l'opportunité de contribuer à la récolte de données relatives à l'autodéclaration des organismes et à l'auto-identification des responsables de projet. À noter que l'analyse des données récoltées lors des appels à projets de nos anciens programmes de 2023, en 2023 et en 2024 a grandement nourri la refonte qui a mené à ce programme et nous a permis d'apporter plusieurs changements qui visent une plus grande équité. Donc, dans une optique d'amélioration continue, on poursuit la récolte des données pour les prochaines années. Donc, vous allez être invité sur une base volontaire à répondre à des questions relatives à l'autodéclaration qui nous permettent d'avoir un portrait des organismes demandeurs et soutenus. Ces questions seront intégrées à même le formulaire de demande. De plus, on va vous acheminer un lien afin que les artistes ou chargés de projet qui sont impliqués dans vos projets puissent répondre, encore une fois sur une base volontaire, à un formulaire d'auto-identification qui nous permet d'avoir un portrait plus juste des responsables de projets déposés et soutenus. C'est important de mentionner que cette récolte de données est extrêmement importante pour la Ville de Montréal. L'analyse des résultats nous permet d'orienter nos actions et de mieux soutenir la vitalité culturelle sur le territoire montréalais. Donc, c'est vraiment, on veut des programmes qui répondent le plus fidèlement aux besoins de nos communautés. Et nous, pour le faire, il faut qu'on ait un portrait qui est à jour, qui est fidèle sur la réalité des organismes qui nous demandent des fonds. Donc, c'est vraiment très utile pour nous. Donc, c'est pas obligatoire, mais on vous invite fortement à le faire parce que ça nous aide autant nous que vous pour le futur. Donc, la refonte du programme nous a donné l'opportunité de revoir le processus d'évaluation des demandes. Donc, voici les étapes que doivent franchir les dossiers. Tout d'abord, l'admissibilité et la conformité de toutes les demandes sont vérifiées par les responsables du programme. Par la suite, les demandes soumises à ligne de départ, de leur côté, sont évaluées en fonction des critères pondérés par un comité interne constitué de représentants de la Ville et du ministère de la Culture. Pour leur part, les demandes soumises au volet participer et expérimenter vont traverser un processus en 2 étapes. Dans un premier temps, les projets sont évalués en fonction des critères pondérés du programme par un comité de pairs externe à la Ville et au ministère. À noter que le recrutement de ces membres du comité d'évaluation s'est fait via un appel à candidature. Le rôle de ce comité-là est de noter chacun des dossiers. Cette notation va nous permettre d'avoir un classement des dossiers en fonction de leurs résultats et de leur répartition en différents percentiles. Le résultat de cette évaluation est ensuite transmis à un comité formé de représentants de la Ville et du ministère. En fonction des notes obtenues à la première étape, le comité va répartir les dossiers sur le territoire montréalais au sein de ces différents arrondissements. La répartition des dossiers vise une répartition territoriale la plus équitable possible en regard des pondérations de chacun des arrondissements qu'on a regardé un petit peu plus tôt, en plus aussi de favoriser la diversité des champs d'action et des disciplines représentées. Ça nous ramène, comme je disais, aux indicateurs qu'on a vus un petit peu plus tôt. Prenons le temps de jeter un coup d'œil à ces fameux critères d'évaluation des projets et des pondérations qui sont associées. Dans le guide dont vous avez le lien, vous trouverez plus de détails sur ces critères-là. Au niveau de ligne de départ, on a 5 critères d'évaluation liés au profil de l'organisme, le contenu du projet proposé, les participants anticipés, les moyens de réalisation du projet et finalement les retombées du projet sur l'OBNL. On remarque ici que le plus important est l'implication de l'organisme dans son milieu, la pertinence des activités proposées et finalement les retombées du projet proposé. Évidemment, pour ce volet, comme pour tous les autres, la cohérence de l'ensemble de tous les éléments du projet en fonction des objectifs visés, des participants et des besoins sera pris en considération. Au niveau de participer, les projets sont évalués en fonction de 3 critères d'évaluation qui ont quand même sensiblement la même importance. Donc, le contenu, les participants et les participantes et la réalisation. Donc, faisabilité, communication, ressources. Au niveau d'expérimenter,
on parle de 4 critères d'évaluation. Donc, les 3 premiers sont les mêmes que ceux du volet participé, auxquels on ajoute les retombées de l'expérimentation. Ce critère est celui qui a le plus de poids dans l'évaluation. Comme on le disait précédemment, ce projet, ce volet-là, le volet expérimenté, vise à favoriser les apprentissages et à ce qu'on puisse les partager. Donc, la question des retombées est clé pour ce volet. Avez-vous des questions au niveau du dépôt de la demande ou des critères peut-être qu'on vient de voir? Alexia. Oui, j'avais une question sur le formulaire ou la plateforme. C'est-tu avec GSS que ça se fait ou c'est une autre plateforme différente? C'est une autre plateforme qui s'appelle Win et dont nous allons pouvoir vous partager le lien, si ce n'est déjà fait, dans le chat. Pierre-Luc, je ne sais pas si... Le lien est déjà transmis, effectivement. Voilà. Alors voilà, c'est avec la plateforme Win qui est quand même assez conviviale, là, donc ça devrait bien se passer de ce côté-là. D'autres questions? Ça va bien? Super. Alors, on peut tout de suite passer aux questions des versements. Il y a 2 déclinaisons possibles pour les versements des subventions. Pour ce qui est de lignes de départ et des financements d'échelle micro et ponctuelle, on parle de 2 versements, donc un premier de 90% de la subvention et le reste, le 10%, suite à l'approbation du bilan final, alors que pour structurant, on parle de 3 versements. Donc, un premier versement de 50% accordé au départ, un deuxième versement de 40% lors du bilan intermédiaire. Et tout ça va se faire en fonction, évidemment, du calendrier de votre projet. Là. Si c'est un 2 ans, un 3 ans, on s'entend là-dessus. Et un 10% comme pour les autres volets et les autres échelles qui se fait à la fin complètement avec le bilan final. Voici un aperçu, en fait, du calendrier. Donc, on est dans la période d'accompagnement en ce moment. Donc, on va accompagner on vous accompagne d'abord avec les séances. Ensuite, on va le voir plus tard avec des séances d'accompagnement, mais aussi avec la disponibilité durant toute cette période-là pour vous épauler dans l'élaboration et dans le dépôt de votre projet. Le dépôt se fait en février. Et mars-avril, on est en période d'évaluation. Les périodes qui sont en 2 temps, là, donc en avril, on va être aussi pour ce qui est de la deuxième étape pour les projets qui sont concernés. Ensuite, mai-juin, donc on est quand même à la Ville de Montréal. Il y a des étapes pour faire approuver. Une fois que le comité, alors nous, on doit passer par toutes les étapes, monter les dossiers pour que tout soit approuvé par les instances qui ont l'autorité pour idéalement, après ça, pouvoir, fin juin, début juillet, vous répondre et que la réalisation de vos projets puisse s'enclencher. Donc, on a plusieurs outils qui sont disponibles à vous pour approfondir votre connaissance du projet et des objectifs. Vous en avez quelques exemples ici. En fait, ces outils-là sont disponibles là, sur le site du programme. Donc, c'est juste pour vous donner une idée un peu des nouveautés de la refonte. Un petit schéma pour vous montrer là, tout l'écosystème du financement de la culture par la Ville de Montréal et ses différents partenaires. Ça vous permet de vous situer un peu dans l'ensemble. Les étapes d'une demande là, dont on a un peu discuté, mais qui sont présentées là. Évidemment, les guides que Pierre-Luc vous a partagés, mais aussi un lexique. On a un schéma sur les niveaux de participation qui peut vous donner des exemples, bon, j'ai encore perdu ma lumière. Des inspirations pour vos projets. Et donc, l'information pratique, on est mardi et on est en fin de soirée, comme vous le voyez, il n'y a plus de lumière ici au bureau. Alors, on avait nos 2 séances d'information. Il va y avoir les outils, la présentation et la vidéo qui vont être disponibles prochainement, très rapidement. Je porte à votre attention les 4 séances d'accompagnement. Donc, on a 4 séances où vous allez être invité
arriver avec vos idées de projet, vos questions plus spécifiques. Là, on est un peu dans le survol du programme, mais lors de ces 4 dates-là, vous allez pouvoir venir travailler, nous rencontrer et aller un petit peu plus loin là, avec vos idées un petit peu plus formées. Il y a des thématiques pour chacune de ces rencontres-là, donc vous pourrez regarder sur le formulaire, vous allez avoir plus d'informations à ce niveau-là. Et voilà, pour nous joindre, tout ce que je vous ai dit en vous disant de nous écrire et qu'après ça, on va vous mettre en contact, bien, ça passe par notre adresse qui est développement culturel MTL à commercial montréal.ca. Et à partir de là, bien, c'est sûr que nous, dépendant de votre question, soit qu'on sera en mesure de vous répondre rapidement ou de vous mettre en contact si c'était quelque chose de plus spécifique avec un ou une des membres de notre équipe qui a une expertise plus spécifique qui sera liée à votre projet. Donc, ça nous amène à notre dernière période de questions. Et Denis, qui est dans une situation similaire à la mienne avec une luminosité limitée. Alors, je vous écoute. C'est voulu, je ne sais pas si j'ai le droit. Là. Ben oui. Je trouve ça très sympathique. Moi, j'aime ça, ce type d'éclairage-là. C'est en prévision de l'Halloween. Bon, excusez. Avant, il y avait dans les projets précédents au niveau patrimonial le site. Si c'était une maison de la culture. À la salle, il va y avoir un site, un ancien hôtel de ville qui devrait être prêt bientôt sur Stratire, espace 13, là, je ne sais plus trop. Là. Est-ce que c'est considéré ou ça a été abandonné? J'ai perdu de vue cet élément-là. Je vais y aller, François-Xavier, comme ça concerne le patrimoine et la vidéo. Ça va te donner un coup de pouce. Auparavant, dans les anciens programmes, il y avait une question à savoir si votre projet se déroulait dans un site patrimonial classé officiellement à Montréal. Maintenant, puisqu'on a fait la fusion, il n'y a plus de questions spécifiques à savoir si vous êtes soit dans le Vieux-Montréal, Bois-Saragui ou au Mont-Royal. Par contre, dans la description du projet, dans ce que vous voulez faire, la mise en valeur que vous voulez faire d'un certain bâtiment, mais vous allez avoir l'espace pour l'écrire à ce moment-là. La question dans tout ça, c'est vous recevez le projet, là, ça va dans ce que la Ville de Montréal veut faire, le projet, tout ça, mais il accordait un 5% en termes de pondération. On avait une petite coche de plus quand c'était un site qui avait une certaine reconnaissance. Est-ce que ça a été enlevé? Pour le moment, oui, les sites classés n'ont plus un pourcentage supérieur ou en fait, pas supérieur, supplémentaire. Pour le moment, cela n'existe plus dans la nouvelle mouture du programme. OK. Donc, ce qui rajoute, est-ce que c'est remplacé par autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres critères? Bien, en fait, c'est la pondération de répartition équitable que François-Xavier a présenté en début de présentation. C'est là que la pondération va jouer. OK. Merci. Bien, ça fait plaisir. Charles. Oui, moi, j'avais une demande de précision par rapport au calendrier. Vous disiez là, que les projets, il faut les soumettre en février, qui vont être analysés, puis approuvés là, quelque part au printemps. Donc, ce que je comprends, c'est que le déploiement des projets, là, quand on veut y passer à nos échéanciers, quand nos choses pourraient arriver, il faut prévoir qu'il faudrait commencer quelque chose comme à l'été ou à septembre 2026, quelque chose comme ça. Exact. Okay. Bien, en fait, c'est ça, parce que tout ce qui va être avant l'approbation par les instances, qui va se faire fin juin, ne pourra pas faire partie des dépenses admissibles. Donc, je pense que ça facilite les choses s'il va ce projet. Des fois, il y a des projets qu'il faut vraiment que ça commence avant parce que X, Y, Z. Mais si c'est possible de le déployer après juillet 2026, ça va être plus simple pour tout le monde. Oui, OK, parfait. Ben, c'est ça, c'est que nous, on est encore à l'idéation. Donc, pour justement d'avoir la précision pour le calendrier, ça va nous aider justement dans nos réflexions. Merci. Aminata? Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que pour l'organisme partenaire qui pourrait bien éventuellement mettre mon association sous sa bannière pour faire demander,
Est-ce que l'organisme est obligé d'avoir la même mission que mon organisme? Non. Non, non. Il faut juste que l'organisme soit lui-même admissible et que puis après ça, c'est de voir comment, si c'est un partenaire, ben, votre partenariat se déploie. Il y a un lien entre vous deux, là, mais il n'y a pas besoin, ça n'a pas besoin d'être un organisme qui est pareil comme le vôtre. En fait, les partenariats, c'est ça qui est intéressant aussi. Des fois, c'est la complémentarité des expertises qui sont apportées au projet, là. Donc, non, pas besoin à ce niveau-là. Alors, est-ce que dans la participation au projet, est-ce que l'organisme est obligé d'être sur les activités proposées, tout comme mon organisme? J'ai peut-être la difficulté à comprendre la question. Par exemple, pour une activité donnée du projet, est-ce que Ouais. l'organisme qui met chaperon est obligé de participer aussi activement à la réalisation de cette activité que aussi bien que mon organisme aussi? Ben non, mais tout ça peut être modulé, évidemment, mais il reste quand même que si c'est l'organisme qui dépose, il faut quand même que l'organisme soit impliqué dans le projet d'une façon qui est quand même substantielle, là. Puis après ça, tout ça peut se. Mais ça ne peut pas être juste ça peut pas être un organisme qui dépose pour vous, puis eux, ils font pas grand-chose, puis vous faites le projet, là. Il faut vraiment que le projet soit conçu pour intégrer cet organisme-là d'une façon qui est quand même significative. Puis ça, c'est exactement le genre de questionnement où ça peut être intéressant de participer à une séance d'accompagnement pour nous arriver avec votre exemple puis qu'on puisse le développer un petit peu plus, aller un petit peu plus loin là, que ce qu'on peut se permettre ce soir, là. D'accord. Merci. Merci. Alors, avez-vous... Ah, Emmanuel. Il y a Roxane aussi, je suis allé Oui, un peu vite là. Désolé, Roxane. On va peut-être prendre que c'était Emmanuel. Roxane avant moi. Bonjour. Non, ben tu peux y aller, Emmanuel. Ah, oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation et puis des financements proposés par la ville pour renforcer la pratique. Ça donne déjà envie, il y a plein d'idées qui viennent en tête. Moi, j'avais comme une question parce que je comprends qu'on est beaucoup sur l'importance de pouvoir donner l'accès à la culture dans les différents arrondissements de la ville de Montréal, ce qui est vraiment important parce qu'il y a des lieux plus éloignés de la culture. Je me demandais comment dans cette politique qui est mise en place l'importance des populations vulnérables. Juste pour aller plus loin dans l'explication, mais on a des arrondissements où on a des populations vulnérables qui sont plus concentrées, plus importantes. Et comment, par rapport à la ville, parce que je sais que c'est très important de rendre accès à la culture aux populations vulnérables, comment dans la politique ou les programmes, ça c'est quand même mis de l'avant. C'est une question que je me pose parce que je comprends les arrondissements, je comprends les partenaires, mais il y a comme, j'arrive pas à avoir la subtilité sur les personnes vulnérables, comment on renforce l'accès à la pratique culturelle et artistique. Ben, il y a deux choses. C'est certain que dans les projets qui sont déposés, c'est quelque chose qui dans ce qui est possible de déposer, c'est des éléments qui vont vraiment bonifier le projet si les populations vulnérables sont impliquées dans le contenu du projet ou dans le déploiement. Donc, il y a le niveau projet, mais il y a aussi le niveau évaluation du projet. Puis cet aspect-là, vous faites bien de le mentionner, il y a des arrondissements qui, au niveau des populations vulnérables, ben, il y en a plus. C'est des réalités qui sont plus présentes sur ces territoires-là. Puis c'est des éléments qui sont pris en considération dans la pondération qu'on vous a montré tout à l'heure. Et l'indice d'équité des milieux de vie comprend des données sur cet aspect-là. Donc, à la fois à l'intérieur du projet, c'est des choses qui sont prises en considération lors de l'évaluation, mais dans la deuxième étape, quand on arrive à la répartition en fonction de la pondération, c'est un élément, la présence des populations vulnérables, qui va influencer. Donc, deux arrondissements qui auraient le même poids démographique, par exemple, qui sont autant éloignés du centre-ville, ben, c'est sûr qu'un arrondissement où il y a une plus grande présence de populations vulnérables, ça va se traduire dans l'indice d'équité de milieu de vie et ça va avoir une répercussion sur le nombre de projets qui peuvent être pris sur ce territoire-là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Marie-Ève? Ou...
Très bien répondu. Ça passe pour participer et ligne de départ. Le pourcentage dans la grille d'évaluation pour les participants, c'est 35 %, donc c'est plus du tiers. Donc, tu sais, c'est ce que les membres vont évaluer. Donc, l'importance du projet pour cette population-là, c'est qui cette population-là, comment vous adaptez aux besoins précis de ces gens-là. Donc, c'est une grande partie des critères d'évaluation. Merci beaucoup. Roxane, c'est enfin à ton tour. Ah, pas de problème, ça me fait plaisir de laisser C'était la une place bonne à question. Emmanuel. C'était une bonne question. Tout à fait, tout à fait. Puis là, désolée si l'information a été donnée au début, là. Je me questionnais juste, en fait, juste par curiosité, en fait, ce programme-là est sur 3 ans. Vous disiez, là, on est à l'an 2 des 3 années. Est-ce que vous avez ressorti peut-être un petit peu de statistiques sur la première année, par exemple, tu sais, l'enveloppe budgétaire qui a été déployée dans la première année? Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a 33 de l'enveloppe qui a été séparée sur chacune des 3 années du programme? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, le nombre de projets qui ont été soutenus dans la première année? C'est juste une question de curiosité, là. Je ne veux pas mettre personne Ouais. sur la sellette, là, OK? Mais Je te laisse y aller, Marielle. Oui, j'allais te demander si tu avais appris les chiffres par cœur de l'année 1. Non, pas encore. Donc, à l'année 1, on a remis une somme d'environ 2,4 millions de dollars qui a été répartie à 82 organismes. Dans ces 82 organismes-là, il y avait environ 5 projets qui étaient au financement structurant, donc jusqu'à un maximum de 90 000 $. Il y avait autour de 5 projets au volet expérimenté qui ont été financés. L'échelle de financement où on a reçu la plus grande, en fait, où on a financé la plus grande partie, le plus grand nombre, pardon, de projets, c'était ponctuel. Puis, ligne de départ, on avait un maximum de 10, tel qu'on a dit. Puis, on avait reçu, grosso modo, peut-être comme un 220 projets au total. oh, quand même. Donc, oui, c'est ça. Donc, on finance un peu moins que la moitié, là. Donc, en fait, je dirais qu'on a financé grosso modo le tiers, à peu près, ce qui est assez dans les normes pour les programmes nos programmes de soutien financier qu'on a fusionnés pour créer participation culturelle dans les quartiers. On ne connaît pas l'enveloppe exacte qui nous sera attribuée pour l'année 2, là, présentement. Donc, ces sommes-là vont nous être attribuées d'ici quelques semaines ou en tout cas avant le mois de février. Mais ça devrait être autour de 2 millions, 2,4 millions également. OK. Ben, c'est super. Bravo. C'est des beaux chiffres. Puis, donc, le pourcentage, en fait, la pondération pour chacun des arrondissements, dans le fond, au travers de la ville. Ça, c'est remis à zéro. Dans le fond, les chiffres sont remis à zéro à chaque année ou si ça se Les chiffres construit sont sur la remis durée? à zéro à chaque année, effectivement, oui. Puis, comme François-Xavier l'a expliqué en début de rencontre, on tend vers cet idéal-là. Tu sais, on voudrait que 10 de notre enveloppe soit attribuée à Côte-des-Neiges, puis que 5 soit attribué à, je me rappelle plus quel arrondissement, un 5 Donc, tu sais, c'est l'idéal à atteindre. On ne l'a pas atteint à 100 pour chacun des 19 arrondissements, mais c'est un travail, tu sais, qui est en continu. Puis, cette pondération-là, dans le fond, comme je viens de dire, le compteur se remet à zéro pour l'année 2. Bien, super, merci beaucoup. Puis j'en profite pour dire bravo François-Xavier pour ta présentation. Ouais, ça a très bien coulé. Bon, merci. C'est juste, au moins, j'ai une petite lampe. Là, ça me permet de terminer. Et d'ailleurs, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va justement pouvoir terminer. Vous avez eu plusieurs liens, mais je vous les remets là. Donc, notre site développementculturelmtl.ca. Donc, toute l'information est là, les adresses de contact, l'information sur les séances d'accompagnement qui s'en viennent. On vous invite à, de un, venir nous rencontrer, de deux, passez le mot aussi autour de vous. Là. Il y a sans doute des gens que vous connaissez qui pourraient potentiellement être intéressés aussi par le programme. Puis, ben, si personne veut dire un dernier mot de la fin, on va vous laisser y aller. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir
assister à cette présentation ce soir. On est très content de cette année 2 et on a fait des petites améliorations, puis on a hâte de voir comment tout ça va pouvoir se déployer, surtout de voir les projets que vous allez pouvoir nous soumettre en février prochain. Donc, bonne fin de soirée, puis on a hâte de poursuivre la conversation avec vous pour vos projets. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci.